Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une pile de documents qui parlent d'un oiseau que, a priori, tout le monde pense connaître, le faisan de Colchide. Mhm. Et à première vue, on se dit, bon, bah, c'est un sujet sur la chasse, la faune, classique. Mais en lisant tout ça, franchement, il y a quelque chose qui cloche. Oui, il y a un grand écart qui est assez saisissant. D'un côté, on a des sources, notamment des fédérations de chasse, qui nous parlent de gestion durable, de biodiversité, de repeuplement. Oui, des mots très positifs. Exactement. Et de l'autre, eh bien, on a des études scientifiques, des rapports d'associations et même des documents très techniques d'élevage qui décrivent une réalité, disons, bien différente. C'est-à-dire, On parle de chiffres quasi industriels, de lâcher par millions d'un oiseau qui, à la base, vient d'Ali, et surtout d'un impact écologique qualifié de désastreux. c'est exactement ça le paradoxe. Comment ces deux discours peuvent coexister? Comment on peut parler de gestion de la nature en organisant des lâchers massifs d'animaux d'élevage? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Oui, on va essayer de démonter un peu la mécanique de ce système. C'est ça, de la couveuse jusqu'au fameux plan de gestion, pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Alors, pour commencer, juste pour qu'on saisisse bien l'échelle du phénomène, les chiffres sont vertigineux. Ah oui, On a une étude belge là sous les yeux qui estime qu'en France, on lâche entre 10 et 15 millions de faisans chaque année. chaque année, oui. C'est déjà une échelle colossale. Et encore, ce n'est rien à côté de la Grande-Bretagne. Ah bon? Eux, ils pulvérisent les records avec plus de 35 millions d'oiseaux relâchés par an. Mais le point crucial, je pense, à comprendre tout de suite, c'est que ce ne sont pas des animaux sauvages. Non, voilà, ce n'est pas comme si on les déplaçait d'une forêt à une autre. Pas du tout. La quasi-totalité vient d'élevages spécialisés. Alors, d'où ils viennent justement, ces millions d'oiseaux? C'est une vraie industrie? C'est exactement le mot. On n'est pas du tout dans la petite ferme, quoi. Une source de la WPA France, qui est une association pour la sauvegarde des galisormes, parle de, je cite, méthode d'élevage quasi industrielle. D'accord. Et c'est développé sur mesure pour les besoins de la chasse. On a même, c'est assez parlant, la grille tarifaire d'un de ces élevages. Un faisan de chasse de 20 semaines s'est vendu 13,50 €. Ah oui, c'est un produit avec un prix catalogue. C'est un produit, on est dans une véritable filière de production. Quand tu dis quasi-industriel, ça veut dire quoi concrètement? On doit imaginer des poulets en batterie? Ben, on n'en est pas très loin. Les documents techniques qu'on a sont très clairs. On parle d'incubation artificielle. Donc pas de couvaison par la mer? Non, les œufs sont dans d'immenses machines. Ensuite, les poussins sont nourris avec des aliments composés spécifiques, des granulés en fait, adaptés à chaque stade de croissance. Ce qui n'a rien à voir avec le régime d'un faisan sauvage. Rien du tout. Un faisan sauvage, ça picore des graines, des insectes, des baies. C'est varié. Et puis, il y a l'étape des volières d'accoutumance. Pour les préparer à la nature? Voilà, où on essaye de les préparer à une supposée vie dans la nature juste avant de les lâcher. C'est un peu comme un simulateur de vol avant le grand saut, hein. C'est une bonne image, oui. Sauf que les risques, eux, ne sont pas simulés. On a aussi une source vétérinaire qui est très très parlante. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle détaille les maladies parasitaires qui sont fréquentes dans ces élevages, comme la coccidiose. C'est une maladie typique des conditions de surpopulation, de promiscuité. Qu'on ne trouve pas comme ça dans la nature. Exactement. Et bien sûr, qui dit maladie d'élevage dit traitement médicamenteux, systématique dans l'alimentation, comme pour n'importe quelle volaille de production intensive. D'accord. Ça donne une idée assez précise des conditions, effectivement. Et le but final de toute cette chaîne, c'est le lâcher pour la chasse. C'est ça. On a une source qui est assez transparente là-dessus. C'est le blog d'une association de chasseurs. Il raconte l'organisation d'une, je cite, petite matinée ludique. Mhm. Et pour garantir, je cite encore, l'efficacité, les faisans sont lâchés 1 heure. 1 heure seulement avant le début de la chasse. L'efficacité. Le mot est bien choisi. Ça illustre parfaitement ce qu'on appelle le tir sur gibier de lâcher. C'est-à-dire, C'est-à-dire que l'animal n'est pas un gibier qu'on a pisté, qu'on a mérité, si on peut dire. C'est une cible vivante, placée à un endroit précis, à un moment précis, pour assurer le succès du tir. on est plus proche du bal-trap en fait. Oui, beaucoup plus que de la chasse traditionnelle telle qu'on se l'imagine, hein. Ok, donc on a une production de masse, des millions d'oiseaux élevés en captivité, pas vraiment adaptés à la vie sauvage, qu'on relâche juste avant de les chasser. C'est le résumé. On se doute bien que ça ne peut pas être sans conséquences sur l'environnement. Est-ce qu'on a des données concrètes là-dessus? Absolument. Et c'est là que les choses deviennent vraiment préoccupantes.
on a une étude scientifique fascinante menée en Wallonie par deux chercheurs, Greitzon et Taymans. D'accord. Ils se sont posé une question toute simple. Quel est l'impact de ces lâchers massifs sur la petite faune locale? Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Leurs résultats sont franchement sans appel. Ils ont comparé des sites avec et des sites sans lâcher. Logique. Sur 261 sites témoins, donc des prairies, des lisières de bois où on ne pratique aucun lâcher, ils ont trouvé des reptiles, des lézards, des orvets, dans 100% des cas. Ok, donc une présence normale, systématique. Voilà. En revanche, sur les 6 sites qu'ils ont étudiés où des lâchers massifs et réguliers de faisans ont lieu, ils n'ont trouvé aucun reptile. Attends, pardon, zéro. Pas une simple diminution, mais une disparition complète. Zéro. C'est ça qui est radical. Mais comment ils expliquent un effet aussi extrême, hein? L'explication, elle est assez simple en fait. C'est la prédation. Le faisan est omnivore. Dans la nature, un faisan sauvage va manger un petit lézard de temps en temps. Ça fait partie de l'équilibre. Bien sûr. Mais quand vous déversez des milliers d'oiseaux, souvent sous-alimentés en protéines et élevés en captivité sur un tout petit territoire, eh bien la pression de prédation devient juste insoutenable. Ils mangent tout ce qui bouge. Ils vident la zone, en quelque sorte. C'est ça. Les populations de lézards des murailles, d'orvets, qui sont des lézards sans pattes donc très vulnérables, sont littéralement éradiquées. Une association comme l'ASPAS n'hésite pas à qualifier cet impact de désastreux. Et vu l'étude, le mot n'est pas trop fort. C'est fou d'imaginer un impact aussi total. Et est-ce que c'est réversible? Si on arrête les lâchers, est-ce que les lézards reviennent? C'est la deuxième partie très intéressante de l'étude. Sur un des sites, les lâchers ont été arrêtés. Et des chercheurs ont observé que les lézards commençaient, doucement, à recoloniser la zone. Ah, donc il y a un espoir. Il y a une lueur d'espoir. Mais il y a un mais. Cette recolonisation ne s'est amorcée qu'après plusieurs années. Ça confirme bien le lien de cause à effet. Mais ça montre aussi que les dégâts sont profonds et que l'écosystème met un temps très très long à cicatriser. C'est là que je ne comprends plus. Si l'impact est si clairement négatif, si c'est documenté scientifiquement, comment les fédérations de chasse peuvent-ils justifier cette pratique? Dans leurs documents, ils ne disent pas « on détruit l'écosystème pour le plaisir », j'imagine. Non, bien au contraire. Et c'est là qu'on entre vraiment au cœur du paradoxe. La réponse tient en 3 lettres. GIC. GIC, Groupement d'intérêt synégétique. synégétique, c'est-à-dire. C'est juste le mot un peu chic pour dire tout ce qui touche à la chasse. En gros, ce sont des associations locales de chasseurs qui se regroupent pour gérer un territoire. D'accord. Et si on regarde les documents qui expliquent leur fonctionnement, comme les carnets synégétiques de la Fédération de Haute-Garonne, on découvre que ces GIC peuvent recevoir des subventions publiques pour, et je cite, « acheter du gibier de repeuplement issu d'élevage certifié ». Ah, donc le système est institutionnalisé. Le lâcher d'oiseaux d'élevage est présenté non pas comme un problème, mais comme un outil de gestion. Exactement. Et même subventionné. Le problème devient la solution. C'est ça. Et c'est là que ça devient presque surréaliste. Pour gérer ces populations qu'ils viennent d'introduire, ils ont inventé un système. Les ponts chauds. Des ponts chauds, comme pour la pluie. On met des ponts chauds aux faisans. C'est presque ça. Ce sont de petites dossards en plastique, de couleur vive, qu'on aggrave sur le dos des oiseaux avant de les lâcher. D'accord, mais pourquoi Un document d'une fédération de chasse explique leur rôle de façon très pragmatique. C'est un dispositif visuel permettant d'identifier les animaux à prélever ou à ne pas prélever. Ah, d'accord, c'est un système de marquage. Et comment ça marche? Le système est d'une logique implacable. Dans certains de ces GIC, la règle est formelle. Il est interdit de tirer un faisan qui ne porte pas de poncho. D'accord, donc on ne tire que ceux qui en ont un? Voilà. L'idée affichée, c'est de concentrer la pression de la chasse uniquement sur les oiseaux fraîchement lâchés, ceux avec le poncho, pour laisser une chance à d'éventuels oiseaux sauvages ou à des oiseaux de lâcher qui auraient survécu une saison, de s'installer et de se reproduire. C'est une logique assez incroyable. L'oiseau sauvage, c'est celui qui a perdu son accessoire en plastique fluo. On est presque dans une pièce de théâtre absurde, oui. Et ça marche, selon eux. Ils arrivent à créer des populations sauvages comme ça. C'est ce qu'ils affirment. Les fédérations présentent des graphiques montrant une augmentation du nombre de coqs chanteurs, c'est l'indicateur qu'ils utilisent, et ils présentent ça comme une preuve du succès de leur gestion. Ils disent en gros, grâce à nos lâchers contrôlés, la nature repart. C'est l'idée. Ok, donc si je récapitule.
On élève industriellement un oiseau exotique qui, une fois lâché, éradique les reptiles locaux. Mhm. Ensuite, pour gérer cet oiseau, on lui mit un poncho de couleur vive pour savoir si on a le droit de lui tirer dessus ou pas, dans l'espoir qu'il redevienne un jour sauvage. Et tout ça, ça s'appelle de la gestion durable. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse. Mais il manque encore une dernière pièce au puzzle de la régulation. Ah oui! Laquelle? La plus logique finalement quand on y pense. Une fois lâchés, ces faisans d'élevage, qui sont peu farouches, un peu maladroits, ce sont des proies incroyablement faciles pour les prédateurs naturels. Les renards, les rapaces. Exactement. Alors, pour protéger leur investissement, que font les gestionnaires? Ils s'attaquent aux prédateurs. Ils régulent les prédateurs. Le blog des chasseurs de Fragny, qu'on a consulté, montre sans aucun détour des photos de cache-pièges à renards installés juste à côté des volières de prélâchés. C'est c'est le monde à l'envers. On tue un prédateur local et natif, comme le renard, pour protéger un oiseau introduit et d'élevage qui lui-même menace d'autres espèces locales et natives, comme les reptiles. La boucle est bouclée. On a créé un écosystème entièrement artificiel qui doit être maintenu en fait sous perfusion constante. Alors que retenir de tout ça? En assemblant les pièces du puzzle de nos sources, on voit apparaître le portrait d'un système qui fonctionne en circuit fermé. C'est vraiment ça? On part d'un élevage industriel, on procède à des lâchers massifs pour une activité de loisir, on constate un impact très négatif sur la biodiversité, et pour y remédier, on met en place des plans de gestion complexes qui impliquent... De nouveaux lâchers, des règles de tir basées sur des ponchos et l'élimination des prédateurs naturels. Exactement. Ça pose une question de fond, je trouve. Le mot régulation est partout dans ces documents, mais que régule-t-on vraiment? Une population d'animaux sauvages qui poserait problème, ou bien une activité de chasse qui est maintenue de manière totalement artificielle par une chaîne d'approvisionnement? Oui, de l'écloserie à la cartouche. En passant par la subvention, oui. C'est vrai que la question se pose. Et pour finir, il y a une phrase dans les carnets cinégétiques qui a particulièrement retenu notre attention. En conclusion de son article sur la réussite du plan de gestion, l'auteur écrit qu'avec tous ces efforts, on peut retrouver le plaisir de croiser une compagnie d'oiseaux nés sur le territoire. Hmm. Et ça nous amène à une dernière pensée, je crois, à méditer. Dans un système qui dépend si fortement des élevages industriels, des lâchers subventionnés, des granulés, des ponchos en plastique et du piégeage des prédateurs, que signifient encore vraiment les mots sauvage et naturel?